Exactement, tout à Alors, fait. par contre, je ne vous entends pas super bien, donc parce que j'ai un Ah, problème de technique. Voilà, c'est bon. vous m'entendez là? Oui, Bien? c'est bon. C'est Parfait? bon. Bonjour à tout le monde d'abord. Bonjour à Bruno, bonjour à tout le monde. Bonjour aux nouveaux. Et donc, on va commencer tout de suite hein, avec quelque chose de tout à fait, alors j'ose pas dire hilarant parce que je ne sais pas si votre présentation sera hilarante, mais en tout état de cause, le sujet l'est. Et on va essayer de ne pas être en retard comme les carabiniers, quoi. Exactement, tout à fait. Voilà. Oui. Alors, écoutez, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver après ces vacances pour une nouvelle saison qui s'annonce passionnante et que nous inaugurons avec, comme le disait Jean-François, ces brigands de Jacques Offenbach dans la mise en scène de Barry Kosky. Alors, vous allez voir, vous, le spectacle le 15 octobre. Euh, donc, 5, euh, 5. le 5, pardon, le 5 octobre. Vous allez voir le spectacle le 5 octobre. Donc, c'est un spectacle qui dure 2h50, dont un entracte, et qui est au Palais Garnier. Hein. Ça, c'est important, qui est au Palais Garnier. Alors, la programmation des Brigands, en fait, est doublement un événement. La première raison, c'est que c'est une œuvre qu'on n'a pas donnée depuis 31 ans à l'Opéra de Paris. La dernière fois, c'était en 1993, dans une mise en scène de Macha Makeyev et de Jérôme Deschamps, et c'était à l'Opéra Bastille. Depuis, nous n'avons plus jamais redonné donc les Brigands. Euh, c'est également un deuxième événement parce que si on regarde depuis l'Ergal, donc depuis 1993 justement, en dehors de la Veuve Joyeuse et de la Chauve-souris, aucun directeur, en fait, n'a proposé une nouvelle production d'une œuvre qui relève de ce genre, c'est-à-dire de l'opéra bouffon, ou certains qualifient même donc les brigands d'opérette. Donc c'est important de le préciser. Donc c'est à ce double titre que la programmation des brigands est un événement à l'Opéra de Paris, tout particulièrement donc au Palais Garnier. Alors, Jacques Offenbach, d'abord, premièrement, Jacques Offenbach, qu'on connaît bien, bien sûr, donc qui est un compositeur qui est né en 1819, qui est mort en 1880, qui est d'origine allemande, naturalisé français, qui était le fils d'un canteur de Leipzig, et qui a débarqué à Paris à l'âge de 14 ans, qui est rentré au conservatoire, qui a été viré du conservatoire, mais qui était également de formation de violoncelliste, et qui a commencé à gagner sa vie à Paris comme violoncelliste, il jouait dans différents orchestres. Et puis ensuite, donc, il s'est mis à composer et il a composé essentiellement des œuvres légères, justement, qualifiées d'opérettes, d'opéra bouffon. Alors, on les connaît tous, hein, que ce soit La Grande-Duchesse de Gerolstein, La Péricole, La Vie parisienne, etc. Et à telle enseigne que, finalement, Offenbach va devenir le compositeur quasi officiel du Second Empire entre 1851 et 1870. C'est lui qui va animer les grands boulevards, qui va créer des œuvres dans différents théâtres, que ce soit le théâtre des variétés, que ce soit justement les Bouffes parisiens, qui étaient son propre théâtre. C'est lui qui a créé les Bouffes parisiens, que ce soit l'opéra comique, etc. Enfin, en tout cas, compositeur absolument incontournable, qui a fait une carrière brillante, carrière qui va se terminer avec ces fameux contes d'Hoffmann qu'on adore, qu'on a donné très régulièrement à l'Opéra de Paris dans la merveilleuse mise en scène de Robert Carfer. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la plupart des opéras que je vous ai cités, opéra bouffon finalement, opéra bouffon, sont le fruit d'une collaboration entre Jacques Offenbach et Mellac et Halévy, qui sont deux très grands librettistes de l'époque, Henri Mellac et Ludovic Halévy, qui seront d'ailleurs les librettistes de Carmen de Bizet, vous le soulignez. Et donc, les Brigands ne font pas exception à la règle. C'est l'avant-dernière collaboration d'Offenbach, de Mellac et d'Halévy. Alors la genèse, en quelques mots rapides, le projet est connu à partir de 1867. C'est un entrefilé dans le Figaro qui l'annonce en août 1867, entrefilé qui est repris en octobre 1867. On annonce qu'au théâtre des Variétés va être donné prochainement un opéra de Jacques Offenbach qui s'appelle Les Brigands, dont le livret sera écrit par Mellac et Halévy. 1867. Dès 1868 d'ailleurs, le livret des deux premiers actes de la partition, il y a trois actes, sont quasiment finalisés par Mellac et Halévy. Et ensuite, pour une raison qui nous échappe,
Ils mettent beaucoup de temps pour finaliser le troisième acte. D'ailleurs, Offenbach est furieux, il relance ses librettistes. Enfin, le projet prend du retard. Lui s'est mis à la composition. Donc, le projet prend du retard. Il prend également du retard parce que Offenbach avait plusieurs œuvres sur le feu. Il avait Werther qu'il décidait à l'Opéra Comique. Il y avait également le château à Toto aussi qu'il devait créer. Enfin, il y avait des œuvres, plusieurs œuvres qu'il devait créer. Et donc, le projet prend du retard à cause de ça. Finalement, on va très vite, l'œuvre ne sera créée qu'en décembre 1869 au Théâtre des Variétés. Et là, l'œuvre triomphe, 107 représentations. Et puis, la carrière de l'œuvre est stoppée par la guerre franco-prussienne. Voilà, la guerre franco-prussienne, la Commune, tout ça. Et donc, la carrière de l'œuvre est freinée en France, pas à l'étranger. Puisqu'à l'étranger, très rapidement, l'œuvre trouve son public en version allemande à Vienne, où d'ailleurs l'orchestration aura été revue par Offenbach. Elle sera un peu plus ambitieuse que l'orchestration prévue en 1869, qui prévoyait une trentaine de musiciens, alors qu'à Vienne, c'est à peu près une cinquantaine de musiciens. Et puis ensuite, un peu partout en Europe et même aux États-Unis. En France, il faudra attendre août 1870 pour qu'il y ait une reprise, 13 représentations, et puis ensuite, l'œuvre disparaît de l'affiche jusqu'en 1878, où une nouvelle version des Brigands est proposée par Offenbach à la Gaîté. On rajoute un quatrième tableau, on étoffe encore la partition et on rajoute quelques ballets. À noter d'ailleurs que la partition de ces ballets est perdue. C'est Jean-Christophe Keck qui précise qu'on ne l'a jamais retrouvée. Bon, donc on ne pourrait jamais donner ces ballets. Donc, version de 1870. Et puis, l'œuvre, progressivement, va disparaître. À partir, en tout cas, de la Seconde Guerre mondiale, on ne donne plus les brigands. Et il faut attendre 1988 pour que Louis Herlot et Alain Maratra montent une production à Lyon, célèbre, qui va faire date et qui va entraîner, conduire ensuite Makeyev et donc Macha Makeyev et Jérôme Deschamps à monter une production en 1993 qui sera donc donnée d'abord à l'Opéra Comique et à l'Opéra de Paris. Voilà. C'est une œuvre, il faut quand même le dire, et là, ça fait aussi partie du côté événementiel de cette programmation. C'est une œuvre qui n'est pas aussi populaire, même si c'est une œuvre comique, mais c'est vrai que c'est une œuvre qu'on donne moins souvent qu'on ne donnera La Vie parisienne ou La Grande-Duchesse de Gerolstein ou La Péricole, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est une œuvre, comme diraient les Anglais, qu'on donne from time to time, mais pas si souvent que ça, finalement. Donc, je le répète, c'est très important de pouvoir retrouver cette œuvre magnifique, donc à l'Opéra de Paris, qui plus est au Palais Garnier, dans les heures du Palais Garnier. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Eh bien, comme le disaient les critiques de l'époque, c'est du grand n'importe quoi. Et il faut l'accepter, bien sûr, parce que ça fait partie du genre, et c'est tout le ressort comique, bien sûr, de l'œuvre. Ça se passe dans des montagnes, des montagnes espagnoles. Nous avons une troupe de brigands dirigée par Falsacapa et par son mentor Pietro. Et les affaires vont mal. Les affaires vont mal, et donc les brigands de la troupe disent il faut que tu nous trouves une affaire, ça va mal, voilà, on ne gagne plus d'argent, il faut absolument trouver une affaire importante. Et le hasard veut que le prince de Mantoue, perdu dans ses immensités, cherche son chemin. Et il tombe miraculeusement sur la fille de Falsacapa qui s'appelle Fiorella. Et là, la fille va être séduite par le prince de Mantoue, va lui indiquer son chemin tout en lui indiquant un chemin alternatif, parce que sinon elle risque de tomber sur les brigands, c'est-à-dire sur son père et sur ses hommes. Donc elle dit attention, non, il y a un chemin qu'il faut prendre, mais sinon tu vas tomber dans les mains des brigands. Et donc, d'une certaine façon, le prince de Mantoue a une dette d'honneur vis-à-vis de Fiorella. Il lui doit, d'une certaine façon, la vie, ce qui est important. Parallèlement à ça, nous avons un certain Fragoletto, chocolatier de son état, paysan et chocolatier de son état, qui a intégré la bande des brigands de Falsacapa. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de Fiorella, et inversement. Et donc, il veut se faire brigand. Et Falsacapa a décidé de le tester. Il l'a envoyé dans la montagne pour voir ce qu'il est capable de faire. Or, qu'est-ce qu'a fait Fragoletto? Eh bien, il a capturé un messager de la cour d'Espagne, notamment, plus particulièrement, de la cour de Grenade, l'Espagne qui est en Andalousie. Et ce messager, que révèlent les papiers de ce messager? Que le prince de Mantoue a une dette colossale vis-à-vis de la cour de Grenade et qu'il doit que pour honorer une partie de cette dette, il va épouser la princesse de Grenade, mais qu'il devra encore 3 millions. Donc l'idée, c'est que les deux délégations se retrouvent,
qu'elles partent à la cour de Mantoue, que la princesse se marie avec le prince de Mantoue et que la délégation espagnole reparte en Espagne avec ces fameux 3 millions qui devront être remboursés. Et donc, que se dit Falsacapa? Ben, il se dit c'est l'occasion merveilleuse de pouvoir, pardon, oui, de pouvoir récupérer ces 3 millions. Comment va-t-il faire? Eh bien déjà, premièrement, il va substituer à la photo de la princesse de Grenade qui est dans les papiers donc du messager, la photo de sa fille Fiorella. Et ensuite, il va permettre au messager de repartir. Premier élément. Et deuxième élément, eh ben, il va décider tout simplement de se substituer donc à la cour de Grenade et d'aller à Mantoue déguisé dans les costumes de la cour de Grenade. Comment va-t-il faire? Eh bien, comme les deux délégations doivent se retrouver dans une auberge à la frontière entre l'Espagne et l'Italie. Si vous connaissez une frontière géographique entre l'Espagne et l'Italie, dites-le moi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que l'auberge s'appelle aux Nouvelles Frontières. Ils se retrouvent, les deux délégations doivent se retrouver là. Donc, que font les brigands? Ils se déguisent en mendiants, arrivent à l'auberge, se substituent au marmiton de l'auberge, accueillent la délégation italienne qui arrive de Mantoue, qui arrive avec les carabiniers, qui, comme le disait Jean-François, arrivent toujours trop tard, et ils font prisonnier donc les membres de la délégation, accueillent ensuite la délégation espagnole et vont faire exactement la même chose. Ils vont prendre les costumes de la délégation espagnole et ni une ni deux ensuite, ils s'en vont à la cour de Mantoue. Sauf qu'arrivé à la cour de Mantoue, que découvre Falsacapa? C'est que le caissier du prince de Mantoue a dilapidé tout l'argent avec des femmes. Il ne reste qu'un billet qui est un peu plus de 2000 francs. Et donc, Falsacapa comprend qu'il ne pourra pas récupérer les 3 millions. En plus de ça, la délégation espagnole a réussi à se libérer, débarque à Mantoue, et donc les masques sont jetés. Falsacapa comprend qu'il va être découvert par le prince de Mantoue, ce qui ne manque pas d'être, et le prince de Mantoue décide de les châtier, de les condamner à mort, de les pendre. Sauf qu'il a une dette d'honneur vis-à-vis de Fiorella qu'il a, qu'il a reconnu. Et donc Fiorella demande au prince de Mantoue de gracier son père et les brigands, ce que, bien évidemment, le prince de Mantoue accepte de faire, et tout, bien évidemment, se termine bien, sans doute par un futur mariage entre Fragoletto et Fiorella. Voilà donc l'histoire, voilà l'histoire des brigands. Alors, concernant d'abord le livret de Mélac et Halévy, il faut comprendre que l'objectif des deux librettistes et d'Offenbach, c'était de proposer une parodie de l'opéra comique. Et pour ce faire, en fait, ils vont s'appuyer sur 5 livrets d'opéra comique différents. 4 écrits par Robert et 1 écrit par Hérold. Les 4 d'Aubert, c'est Fra Diavolo, Les Diamants de la Couronne, La Sirène et Marco Spalla. Et celui d'Hérold, c'est Zampa ou La Fiancée de marbre. Ils vont mélanger en quelque sorte, ils vont utiliser des éléments de ces 5 livrets, et ces 5 livrets vont générer le livret des brigands. Alors il faut comprendre que le sujet des brigands n'est pas nouveau. Depuis Schiller, 1781, le sujet est à la mode. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que normalement, le brigand, figure romantique, figure normalement sérieuse, a souvent été utilisé depuis 1781 dans le théâtre et dans le théâtre lyrique dans un contexte comique, a été détourné et donc a été utilisé dans un contexte comique. Et donc Mélac et Halévy ne vont pas inventer la poudre, ils vont utiliser également la figure des brigands dans un contexte comique. Sauf qu'ils vont aller au-delà de ça. Ils vont pousser la caricature au-delà de la comédie pour proposer ce que l'on peut appeler une bouffonnerie. D'où opéra, bouffon. On pousse la caricature au-delà de la simple comédie. Alors comment font-ils? C'est très simple. Déjà, il faut comprendre qu'on est dans un genre hérité de l'opéra comique. Donc, il y a une alternance de parties résolument parlées et de parties chantées. Beaucoup de passages parlés. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont beaucoup travailler sur les jeux de mots. Hein, calembour, par exemple, ils vont des répétitions de mots, jouer sur les sonorités de mots, etc. En tout cas, ils vont beaucoup travailler sur le jeu de mots, des jeux d'esprit, pour bien évidemment faire sourire ou rire le public. Ça, c'est déjà un premier élément. C'est truffé de jeux de mots dans la partition, enfin, en tout cas dans le livret. Autre élément qu'ils vont utiliser, qui est traditionnel du théâtre de vaudeville, c'est le travestissement, thématique absolument centrale des brigands. Le travestissement, on passe son temps à changer de costume.
Voilà. Et le sujet, je vous ai raconté le sujet, vous l'aurez compris. On passe donc d'un costume de mendiant à un costume de marmiton, de costume de marmiton à costume espagnol, etc., etc. On passe son temps à changer de costume. Donc ça, ce sont les deux ressorts, jeu de mots et jeu de travestissement, les deux ressorts principaux qui vont créer le décalage et qui vont bien évidemment créer la comédie. On va être dans une comédie de situation, on va être dans une comédie de gestes, etc. Tout l'arsenal que l'on peut déjà trouver dans la commedia dell'arte d'une certaine façon. On va utiliser aussi un peu les codes de la commedia dell'arte. Bon. Ça, c'est le principe de la comédie et de la bouffonnerie. Mais à cela, les deux librettistes, et bien évidemment aussi Offenbach, vont rajouter une dimension qui est la notion d'amoralité. On n'est plus dans l'immoralité, mais la moralité. Les personnages n'ont pas de morale, tout simplement. Les brigands traditionnels sont des gens qui ont généralement mènent une lutte politique. Ils ont un idéal, ils luttent contre le système bourgeois, etc. Alors que chez Falsacapa, il n'y a aucune notion de politique ou notion même de métaphysique, de posture quelle qu'elle soit. Il pourrait être brigand comme il serait chocolatier ou comme il serait boulanger. Il est brigand parce que tout simplement, il ne peut vivre que de ça parce qu'il vit de rapin, il vit de rapin de vol. Point final. Mais il n'y a aucune philosophie derrière, il n'y a aucune posture, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Et ce qui est frappant dans les personnages des brigands, c'est que tous sont amoraux, non pas de moralité, tout simplement. Ça, c'est très important de le souligner. Mais on va aller au-delà de ça. Parce qu'au-delà de la simple bouffonnerie, on va être carrément dans la satire, ce qui est propre au genre de l'opéra bouffon et qui est propre au genre de l'opérette. Satire de quoi? Eh bien, évidemment, satire du Second Empire. L'idée derrière les brigands, c'est de faire une satire de la société qui va de Napoléon III et de sa femme Eugénie de Montijo, qui suivait mon regard était espagnole, jusqu'aux courtisans, en passant par les politiques, en passant par les militaires, bien évidemment, qui sont moqués à travers les carabiniers, et surtout à travers les financiers. Car s'il y a bien une caste, si je puis dire, un domaine qui est moqué, c'est le domaine des financiers. Pourquoi? Parce que, bien sûr, Mellac, Halévy et Offenbach soulignent l'idée que dans cette société du Second Empire, tout le monde est corrompu. Et corrompu du haut jusqu'au bas. Et d'où le jeu du travestissement. Parce que le costume donne un semblant d'honorabilité, c'est ce que disait La Fontaine, suivant que vous êtes puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, sauf que là, eh ben, on s'aperçoit bien que le costume ne cache rien et que finalement, il donne certes une fausse honorabilité, mais les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ça, c'est absolument fondamental. Et donc, on a un renversement de valeur qui s'opère. Renversement de valeur Tu veux y aller ou pas qui alors? dit tout simplement, qui montre que Ouais. tout le monde est voleur, quel que soit le niveau de la société. Et d'ailleurs, Falsacapa dit la chose suivante, il faut voler selon la position qu'on occupe dans la société. Tout est dit. Et bien évidemment, cette assertion est extrêmement drôle, cynique en même temps, mais tellement réaliste de la société de l'époque. Un exemple, par exemple, de cette société qui est moquée, et notamment de l'aspect financier, c'est tout simplement un certain Jules Mirèche, qui était un banquier à l'époque du Second Empire. Il y a eu une très grosse affaire de corruption, il y a eu un gros procès à l'époque, et bien sûr, le caissier du prince de Mantoue au troisième acte, c'est bien évidemment un personnage qui renvoie à ce banquier Jules Mirès, c'est une évidence. Voilà, donc c'est une affaire de corruption. Et donc on s'aperçoit que l'œuvre est beaucoup plus ambiguë qu'elle ne veut bien dire. C'est-à-dire que derrière la comédie, il y a quelque chose d'extrêmement grinçant, un miroir que l'on tend à la société de l'époque. Très important de le préciser. Alors maintenant, qu'est-ce que va nous faire Offenbach? Nous sommes au théâtre. Comme tous les génies que sont donc Mozart, Offenbach, mais bien d'autres compositeurs, ce sont des compositeurs qui pensent théâtre. C'est-à-dire que, à partir d'un livret éminemment théâtral, ils sont capables d'écrire une musique qui elle-même est éminemment théâtrale, de sorte qu'il y a un dialogue permanent entre ce qui se raconte sur scène et ce qu'on entend dans la fosse. Alors d'abord, premièrement, il faut rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la forme est une forme d'opéra comique. Alternance, je l'ai dit, de parties parlées et de parties chantées. Et dans ces parties chantées, la structure est la même, des airs accouplés, avec donc des strophes et des refrains. Donc il y a un côté presque rengaine dans tous ces airs qui sont chantés sous forme de couplets, duo,
trio, ensemble et un chœur qui revient de façon extrêmement récurrente. Voilà la structure. Alors, certains disent que la dramaturgie d'Offenbach est un peu plus élaborée. Pourquoi? Parce que notamment dans ces finales, qui sont des finales enfiévrées comme ça, un peu des finales à la Rossini, ils sont beaucoup plus développés que d'habitude. Le final du premier acte dure à peu près un quart d'heure, donc beaucoup plus développé. Bon, mais globalement quand même, on est dans une structure à numéro absolument traditionnelle. Donc, la théâtralité, où est-ce qu'on la trouve? Le souci de la théâtralité cher à Offenbach. Ben d'abord, déjà, dans les rythmes. C'est une évidence. Le rythme, la pulsation, comme chez Rossini, cet opéra n'existe que par le rythme. Alors, différents types de rythmes, bien sûr. Et parmi tous les rythmes que l'on peut trouver, beaucoup de rythmes de danse, notamment des rythmes tourbillonnants, valsés, mais surtout des rythmes italo-espagnols, car nous sommes dans un cadre italo-espagnol. Alors, on va avoir des rythmes de fandango, des rythmes de boléro. Parfois, il va utiliser son orchestre comme une gigantesque guitare espagnole, guitare andalouse, avec ses progressions d'accords. On va avoir Fragoletto qui va chanter un moment un air sur un rythme de saltarelle, qui est aussi une danse italienne. J'en passe et des meilleurs. L'idée, c'est que le public se dise je suis en Espagne, je suis en Italie, par la stylisation musicale que propose Jacques Offenbach. Rythme, d'abord et avant tout, le rythme, premier élément. Deuxième élément qui ressort, c'est l'art de l'instrumentation. Il faut rappeler qu'Offenbach écrit à l'origine pour un orchestre de 30 musiciens. Et comme Mozart, il sait donner le maximum avec le minimum. Il a l'art, en fait, de donner le sentiment de la simplicité, alors que les choses, chez Offenbach, sont souvent extrêmement subtiles et complexes. Et donc, il a l'art de faire sonner les instruments, de travailler sur les solis instrumentaux ou sur les groupes d'instruments pour apporter le décalage, pour apporter la théâtralité, pour créer un climat, une atmosphère. Ça, c'est vraiment l'art d'Offenbach, c'est ce sens de la théâtralité qui passe par le détail instrumental. Et puis, ce qu'il va faire aussi, il va aller au-delà de ça. Il va détourner des formes musicales consacrées pour que, inconsciemment, l'auditeur voit un décalage entre ce qu'il comprend de la scène, ce qu'il entend, et donc que cela provoque la curiosité, voire même le sourire et peut-être même le rire. Je donne un exemple. Au début du deuxième acte, nous avons nos brigands qui mendient à la porte de l'auberge. Et nous avons donc un chœur des brigands. On sait très bien que ces brigands, ces mendiants sont de faux mendiants. Donc on est dans une situation comique, burlesque, en tout cas de tromperie. Et là, que fait Offenbach? Eh bien, il va écrire donc un accompagnement en chœur fugué, hein, c'est-à-dire un canon. Et ce canon, en fait, cette forme canonique, si je puis dire, est une forme qui était beaucoup utilisée par Bach, et une forme assez solennelle, qu'on trouve également dans la musique religieuse. Et donc, ce décalage va s'opérer entre la solennité de la forme musicale que l'on entend et le contenu, c'est-à-dire ce que l'on sait de ces brigands qui sont donc grimés en mendiants. Donc il y a un décalage qui s'opère entre la forme musicale et le contenu, et forcément, ce décalage, consciemment ou inconsciemment, provoque le sourire, voire le rire. On pourrait citer des tas d'exemples comme ça, mais tout ça pour souligner à quel point euh, Offenbach est tendu vers l'effet théâtral en permanence. Il utilise toutes les ressources des formes musicales et de l'orchestre pour introduire de la théâtralité et donc faire en sorte que le spectateur puisse plus facilement plonger dans l'univers qui lui est proposé. Et cette théâtralité, elle se prolonge dans la façon dont c'est écrit pour les voix. À savoir que si on observe bien la distribution originelle de 1869, eh ben, la quasi-intégralité des rôles, 99%, sont écrits pour des ténors chez les hommes et des sopranes chez les femmes. Il n'y a que 3 rôles graves écrits pour baryton. Sinon, tous les rôles normalement de femmes sont des sopranes et les hommes sont des ténors. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà le genre le réclame, on est dans un orchestre limité, on est dans la comédie, donc on ne demande pas aux chanteurs de pousser la voix, on leur demande d'interpréter, de chanter, mais surtout d'interpréter. Et puis, le registre aigu est beaucoup plus propice, bien évidemment, à la comédie, on parle souvent, par exemple, de ténor bouffe, etc.
Donc, le choix des tessitures est aussi un choix éminemment théâtral. Alors, je rappelle juste, quand je parle de distribution, qu'il y a un rôle travesti qui est le rôle de Fragoletto. Un peu comme le chérubin des noces de Figaro, Fragoletto est écrit normalement pour une soprane. Alors, je précise tout de suite que dans la distribution que vous allez avoir, un choix spécifique a été fait par l'Opéra de Paris. Un certain nombre de rôles féminins sont distribués à des mezzos, ce qui n'était pas le choix d'Offenbach, mais c'est un choix de l'opéra. Distribué, alors, pas des rôles importants, parce qu'il faut savoir que Les Brigands, c'est un opéra de comprimari, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle essentiel. Alors, si, il y a quelques rôles qui sortent du lot, comme Falsacapa, mais globalement, c'est un opéra de troupe. Mais c'est intéressant de le souligner, des choix qui ont été faits dans les tessitures féminines, où on trouve des mezzos, certaines mezzos, plutôt que des sopranes, alors que c'était initialement écrit pour des sopranes. Je referme la parenthèse. Donc, du coup, on voit bien qu'on est également dans cette notion de théâtralité dans le choix des tessitures. Donc, au final, bah, c'est une œuvre qui est extraordinairement jouissive, si je puis dire. C'est de l'opéra champagne, parce que tous les éléments concordent pour apporter de la joie, de la bonne humeur, de l'entrain, en quelque sorte, hein, propre au genre opéra bouffe ou genre opérette. Donc c'est vraiment une œuvre, voilà, c'est une œuvre joyeuse et une œuvre délicieuse, en même temps extrêmement subtile, comme je vous le disais, parce que derrière l'apparente comédie, on a également aussi des éléments qui sont de l'ordre de la satire, un regard que Mellac, Halévy et Offenbach, un regard sans concession qu'ils portent sur la société de leur temps. Voilà ce qu'on peut dire de l'œuvre. Alors maintenant, que va en faire Barikowski? Alors Barikowski est un metteur en scène australien. Un metteur en scène australien qui a déjà signé une production chez nous, qui est Le Prince Igor de Borodine, en 2019, sauf qu'à l'époque, on a eu le Covid, et donc, au bout de, je crois, une ou deux représentations, on a dû arrêter les représentations. Barikowski n'a pas eu de chance. Donc là, souhaitons qu'il ait plus de chance, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, c'est sa deuxième production pour l'Opéra de Paris. Alors, je ne saurais trop vous conseiller d'aller écouter l'interview qu'il donne sur le site de l'Opéra. Vous allez dans la fiche Les Brigands et vous verrez, il y a une interview de Barikowski qui dure 5 minutes. Une fois que vous l'avez écouté, vous comprenez tout. Mais j'en ai tiré, si je puis dire, la substantifique moelle, et voilà ce qu'il dit d'essentiel dans cette interview. J'adore Jacques Offenbach. J'adore l'homme et sa musique. Je suis toujours ébahi par son génie, sa compréhension virtuose du théâtre. Stefano Montanari, qui est donc le chef qui va diriger les représentations, la première série de représentations, le chef d'orchestre, parle de musique de cirque. Les Brigands, c'est une œuvre où tout est trop, tout est excessif, tout est poussé jusqu'aux limites. La musique est très rapide. Ce que j'aime dans cet opéra, c'est sa joie de vivre. Ce que dit Offenbach, comme le dit Falsacapa, c'est que nous sommes tous des voleurs dans toutes les strates de la société. Mais il le fait de manière amusante, délicieuse, coquine, pas polémique ou didactique. Avec Offenbach, il est important qu'il y ait de la saleté, que ça sente l'ail, la sueur. Il n'y a rien de pire qu'un style Offenbach non érotique, aseptisé, inoffensif. Dans le monde troublé où nous vivons, Offenbach est un antidote pour quelques heures. Avoir de la joie et du rire, c'est aussi important que d'avoir des pensées existentielles et de pleurer. Et il rajoute dans une interview que j'ai trouvée dans le programme du spectacle, qui n'est pas encore sorti, qui sortira au moment de la première, voilà ce qu'il dit. Le déguisement n'est pas qu'un thème dans Les Brigands. Il constitue l'essence même de la pièce, le moteur du récit. Les personnages ne sont jamais ce qu'ils prétendent être. Tout l'opéra repose sur l'idée qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il suffit d'endosser un costume pour revendiquer l'identité qui va avec, ce qui se prête à toutes sortes de possibilités théâtrales et comiques. Pour cette production, nous voulions faire entrer les brigands dans le XXIe siècle, plutôt que de dépeindre ces personnages comme des contrebandiers romantiques, tapis dans la montagne. Nous avons décidé d'en faire des sortes de pirates terroristes queer, conjuguant fluidité des genres et radicalisme politique. Nous présentons un monde où les brigands vivent dans un mélange de culture, de genre et de style, résultant d'un monde merveilleusement chaotique. Le chef de ces brigands, par exemple, prend les traits de l'emblématique drag queen Divine,
qui était donc l'égérie de John Waters, le metteur en scène John Waters des années 70, un bandit révolutionnaire à sa façon. Et si on rajoute la mention de la brochure qui dit que Kioski s'appuie sur l'esthétique dadaïste, on aura tout compris de l'esprit de la mise en scène de Marie-Kosky. C'est-à-dire donc déjanté, amoral, impoli. Il a dit lui-même, je ne veux pas que ma mise en scène reflète une quelconque opéra bourgeois. Mon but, c'est de faire en sorte tout sauf la dimension bourgeoise de cet opéra. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que ça sente la sueur, que ça sente l'ail, que c'est un opéra sensuel, voire même sexuel. Voilà. On est dans cet esprit-là, avec bien évidemment une dimension politique. Il a beaucoup souligné aussi dans le choix qu'il fait de ses personnages, et notamment que le personnage de Falsa Kappa soit transformé en divine, le personnage queer, enfin la drag queen. Voilà. Donc, une œuvre, une mise en scène qui va être sans doute décapante, je l'ai dit, déjantée. Est-ce qu'elle pourrait être mise devant tous les yeux? Je n'en sais rien. On n'a pas plus d'informations que ça, mais en tout cas, une volonté résolument d'être anticonformiste. Voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe à un extrait du spectacle? Je ne sais pas. Question? Non, bon, on va continuer alors. OK. Alors, juste pour, je vais vous passer maintenant donc le PowerPoint et on passera ensuite un extrait. Alors, on y va. Voilà. Alors, attendez. Arrêtez le partage parce que j'ai oublié de mettre le partage sonore. Voilà. Est-ce que vous voyez le document à l'écran? Oui. OK. Alors, donc, pour rappel, avant donc, de passer à un extrait. Donc, on a dit, donc, c'est Stefano Montanari, le chef. Alors, juste dans la distribution, je vous ai dit que c'est essentiellement des voix légères, en tout cas des voix claires. Alors, Falsa Kappa, c'est Marcel Bickman. Alors, il faut savoir que Marcel Bickman, c'est un ténor de 50 ans qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris. C'est un ténor néerlandais qui a été spécialement choisi par Barikowski lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un personnage avec lequel il a déjà travaillé et qui adore le travestissement. Donc, idéal pour ce qu'il veut faire de sa mise en scène. Fiorella, c'est Marie Perbost. Marie Perbost, elle est issue de l'Académie. Elle est sortie de l'Académie en 2017, donc c'est une jeune soprane, mais qui chantera pour la première fois sur une grande scène de l'Opéra de Paris, donc au Palais Garnier. Yann Boron, on le connaît bien, Laurent Naouri, on ne le présente plus, Mathias Vidal aussi, qui est un habitué notamment du répertoire baroque, Philippe Talbot aussi, et on a alors Adriana Bignani-Lesca, la princesse de Grenade, qui est une mezzo. Alors pour le coup, alors que normalement c'est écrit pour une soprane, elle a déjà chanté chez nous dans Platé en 2022. Carmagnola, c'est Leonardo Cortellazzi. Enfin, tout le reste de la distribution, ils sont très nombreux. Je n'ai pas pu mettre toute la distribution donc sur le PowerPoint parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup. C'est un opéra de troupe. Ça n'est pas un opéra où il y a un personnage qui sort véritablement du lot, en dehors de Falsa Kappa et Fiorella, mais c'est vraiment un opéra de troupe. Ce que j'ai oublié de dire, c'est important, c'est que dans la mise en scène de Barikowski, il y aura également des danseurs et il y aura des figurants. Voilà, il y aura pas mal de monde sur scène. Autre élément que je peux vous montrer, c'est alors dans l'entretien que Barikowski a donné sur le site de l'Opéra. Je ne vais pas vous proposer l'entretien, je vous en ai fait une synthèse, mais à un moment donné, on montre le décor. Je vais vous le proposer, vous allez voir le décor rapidement. Je vous passe. Voilà. Voilà, on le voit là rapidement, parce qu'après l'image va changer. Donc, le décor, c'est quoi? C'est l'idée, en fait, c'est Pirandelli, hein, du théâtre dans le théâtre. On est dans un décor de théâtre qui pourrait être le Palais Garnier, justement. L'esprit du théâtre de Tréteau, avec, vous avez vu, une espèce de rideau qui est sur un fil, comme ça, et avec des personnages qui, en permanence, vont passer devant et derrière le rideau pour pouvoir changer de costume. Donc, ça va être extrêmement rapide, ce travail justement de passage devant et derrière le rideau. Et l'idée de Barikowski, c'est aussi de proposer des costumes qui sont de différentes époques.
donc qui vont de Velázquez jusque donc contemporaine queer, en passant par notamment le néo-réalisme italien des années 50, le cinéma des années 50 italien. Voilà. Donc il n'y aura pas de cohérence dans le choix des costumes, on sera de différentes époques. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une mise en scène qui sera totalement déjantée. Le but, c'est vraiment d'apporter cette dimension-là. Presque, j'ai envie de vous dire, ça se situera entre Rabelais et les Monty Python ou les Marx Brothers. Voilà, s'il y a une formule à trouver, c'est entre Rabelais et les Monty Python. Voilà. C'est un peu ça l'esprit c'est un peu ça l'esprit de la mise en scène de Marikowski. Alors, je vous propose un extrait tiré d'un enregistrement qui est sorti juste après justement la production de 1988 qui a fait date. C'est un enregistrement donc qui est absolument incontournable et on va écouter l'extrait du deuxième acte où la délégation italienne se présente à l'auberge. Écoutez la saveur notamment la saveur du dialogue. On entend Campotasso, le baron Campotasso, qui représente la délégation italienne, et on entend le chef des carabiniers. On entend un ténor et on entend un baryton. Tout à fait drôle, plus le chœur. Dissimulons, dissimulons, et on lève le vrai marito. Dissimulons, dissimulons, et on lève le vrai marito. Voilà d'étranges figures, de singulières tournures, ces marmitons, sauf respect, ont un singulier aspect. Dissimulons, dissimulons, et on lève le vrai marito. Dissimulons, dissimulons, et on lève le vrai marito. Dissimulons, dissimulons. Nous avons ce matin tous deux été mandés par son Altesse, laquelle nous a dit, messieurs, allez recevoir la princesse. Recevoir la princesse. Pour la recevoir, que faut-il? Que faut-il pour la satisfaire? Combiner l'élément civil avec l'élément militaire. Je suis le militaire, il est le militaire. Et voilà comment d'un instant on a composé l'ambassade qui devait aller au devant de la princesse de Grenade. Et voilà comment d'un instant on a composé l'ambassade qui devait aller au devant de la princesse de Grenade. De la princesse de Grenade. De la princesse de Grenade. En nous envoyant tous les deux, notre maître eut raison, je pense. Il a voulu flatter les cieux, tout autant que l'intelligence. Ah, c'est beau l'intelligence. À ma future, s'est-il dit, il suffit d'envoyer en somme, d'envoyer un homme d'esprit, en le soutenant d'un bel homme. Je suis, moi, le bel homme. Il est, lui, le bel homme. Ah, le bel homme. Ah, le bel homme. Et voilà comme en un instant on a composé l'ambassade qui devait aller au devant de la princesse de Grenade. Et voilà comme en un instant on a composé l'ambassade qui devait aller au devant de la princesse de Grenade. De la princesse de Grenade. De la princesse de Grenade. Voilà un extrait formidable des Brigands de Jacques Offenbach. Ben, voilà, si vous voulez me poser des questions, je suis à votre disposition. Bon, écoutez, je sens qu'avec le roi du Second Empire, on va vraiment s'amuser. Euh, et donc, mais alors, est-ce que vous pouvez nous préciser enfin, quelle était l'intention de l'Opéra de Paris de mettre des mezzos à la place de soprane?
Ah, ben justement, Vous c'est savez la grande pas, question. d'accord. Non, je ne sais absolument pas pourquoi ce choix. Je ne sais absolument pas. Est-ce que c'est un choix, là aussi, dramaturgique, c'est-à-dire un choix de Barikowski? Pourtant, ce sont des personnages, pour la plupart, qui ne sont pas des personnages très importants. Par exemple, la princesse de Grenade, elle a extrêmement peu de choses à défendre. J'observe juste, en fait, c'est une précision, j'ai juste observé cet élément. Est-ce que ça a une incidence? Peut-être sans doute pas vraiment, mais c'était intéressant quand même de le constater. Alors que, pourquoi c'était intéressant de le constater? Parce que le choix, comme toujours, un compositeur, il ne fait pas le choix des tessitures par hasard. Et je répète, des tessitures légères, ça dit quelque chose aussi de l'esprit de l'œuvre. Pour ça que ça m'a un peu étonné de constater qu'une partie des rôles féminins avait été distribuée à des mezzo-sopranos. Voilà. Oui, oui, parce que généralement, les bandits et autres sont plutôt des basses, ce ne sont Oui, pas des ténors. Hein. tout Donc, à fait. typiquement, ça illustre ce que vous dites sur le choix de la Oui, tessiture, qui est un peu en décalage entre le ténor, qui est plutôt un personnage sympathique, et puis le bandit, qui est plutôt une basse. Bon, voilà, là exactement. encore une fois, une sorte de jubilation, de contraste. De contraste, de décalage, et puis donc, pour bien montrer que ce sont des brigands d'opérette, comme on dit Ouais, l'expression. ouais, C'est un ouais, peu ça, c'est un peu ouais, ça l'idée. C'est ça qui est assez drôle, bien sûr. ouais, ouais. Et vraiment, que des rôles, y a que 3 rôles en fait qui sont des rôles gras pour des clés de fa. Hein. C'est très frappant. J'ai encore revérifié parce que je voulais m'assurer, quand j'ai vu qu'il y avait des mezzos, je voulais m'assurer et j'ai vérifié et on est bien d'accord. Il n'y a que des sopranes, y compris bien sûr le rôle travesti de Fragoletto, qui est un rôle écrit pour soprane aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors que souvent, Voilà. on trouve des mezzos là-dedans. Oui, exact, tout à fait, là aussi. Ouais, Donc là, il y a bien un choix. C'est pour ça que je dis, c'est pas neutre. Hein. Le choix d'Offenbach est un choix précis qui va dans le sens de l'esprit de l'œuvre. C'est évident. Alors, ce qui est très important, parce que je pense à ça aussi, très, très important, parce qu'il y a un autre choix radical qui a été fait, donc là, je m'interroge, c'est le rôle du caissier, Antonio. C'est un rôle capital aussi au troisième acte. Il dit des choses absolument savoureuses. Hein. J'ai dit qu'il renvoyait au banquier Jules Mirès. Un rôle redoutable. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur des vers qui sont très irréguliers. Quand on regarde les strophes, c'est extrêmement irrégulier. Tous les rôles, d'ailleurs, sont très compliqués à chanter. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent sur la rythmique. On a bien compris, c'est le rythme. Et donc, chanter en rythme, c'est souvent une gageure absolument incroyable. Et il faut pas seulement se contenter de... Alors, il faut chanter et jouer, mais surtout avoir une excellente technique. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'on peut penser, le répertoire qui dit léger ne veut pas dire facile. Et il faut une vraie technique. On l'entend très bien dans la version que je vous ai proposée. On sent bien qu'il y a une technique derrière. Il y a vraiment une osmose entre la rythmique et la façon dont le chanteur chante le personnage. Et du coup, ça, il faut pas se tromper là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Barikowski, dans une conférence qu'il a donnée il y a 48 heures, qui s'appelle Toi, 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 maintenant on a une série de conférences à l'Opéra de Paris qui sont proposées, donc Koski a parlé de sa production. Et il a expliqué, lui, que sa volonté, c'était de faire en sorte que les chanteurs ne chantent pas, qu'ils jouent. Et à chaque fois, il disait, à chaque fois qu'il commençait à entendre un chanteur pendant les répétitions faire oh, à pousser la voix, il disait non, 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 c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que tu joues. Bon, très bien, c'est un choix de metteur en scène. Mais n'oublions jamais, certes, que les chanteurs de ce type de répertoire ne sont pas forcément amenés à pousser la voix, mais c'est capital de comprendre que pour autant, il faut énormément de technique. Et je reviens à notre ami Kessi. Pourquoi? Le rôle d'Antonio, très compliqué, parce que là, ils ont fait le choix, dans la distribution, je ne l'ai pas mis là dans le PowerPoint parce que j'avais trop de noms à mettre, de le confier à une comédienne qui s'appelle Sandrine Saroche, que vous devez peut-être connaître parce qu'elle travaille à la télévision aussi, elle a fait de la télévision et elle fait des one-woman shows. Voilà, donc c'est un choix. Alors, normalement, déjà, le rôle d'Antonio est confié normalement à un ténor. Donc là, on le confie à une femme. Et en plus de ça, une comédienne. Donc, je suis très curieux de savoir comment Sandrine Saroche va se débrouiller pour interpréter Antonio. Est-ce que Koski va faire tendre le personnage vers du parler, c'est-à-dire va faire l'économie du chanter? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un choix extrêmement audacieux, je trouve, pour un rôle qui est beaucoup plus complexe qu'il ne veut bien qu'il ne veut bien le montrer. C'est un couplet quand même à interpréter, c'est assez complexe. Voilà. Donc j'insiste beaucoup sur la technicité. C'est une œuvre qui est ambitieuse, qui est légère, mais qui en même temps est extrêmement travaillée, d'une très grande sophistication. Et l'exigence vocale ou l'exigence pour les chanteurs est une très grande exigence. Voilà. Le répertoire léger est un répertoire extrêmement difficile à interpréter.
Voilà. C'est souvent, c'est ce qu'on disait, on dit aussi pour le cinéma, où souvent la comédie est un peu méprisée. On explique, le cinéma d'auteur est souvent un cinéma sérieux, la comédie est souvent méprisée, et souvent les comédiens de comédie disent c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Et ben voilà, typiquement chez Offenbach, c'est extrêmement compliqué de faire rire et d'être à la hauteur des exigences des rôles. Deux précisions, excusez-moi, je vous donne, très important. Premièrement, l'orchestre. Je vous ai dit que, donc, normalement, il était écrit pour 30 musiciens, mais la version viennoise puis la version de la Gaîté était pour 50. Là, il y aura plus de 60 musiciens dans l'orchestre. Il y en a 62 très précisément, et il y aura également une musique de scène. On ne sait pas si les 8 musiciens de musique de scène seront dans la fosse, seront sur scène, mais en tout, du coup, ça fera 70 musiciens, ce qui n'est pas neutre. C'est quasiment le double, c'est le double de l'orchestration initiale d'Offenbach. C'est un premier élément à noter. Deuxième élément, les dialogues parlés. 60% des dialogues parlés ont été retirés. Et sur les 40 qui restent, ils ont été très largement transformés par le dramaturge de Barikowski. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir les dialogues originaux. Ou en tout cas, on aura une version différente des dialogues. Comme souvent c'est le cas maintenant, incontestablement, dans les mises en scène contemporaines, dès qu'il y a des dialogues parlés, ils sont souvent actualisés, ils se veulent actualiser. Et c'est un peu l'esprit de Koski et de son dramaturge que d'actualiser les dialogues. Voilà, important aussi de le préciser. Non, c'est important, effectivement. Oui. Voilà, important. Parfait. Je ne sais pas si vous avez les uns ou les autres des questions à poser à notre orateur, présentateur toujours aussi enthousiaste, qui donne toujours aussi envie d'aller voir ses pièces. Bon, écoutez. Alors, j'ai une dernière Oui, petite précision à vous donner, parce que allez-y. c'est assez savoureux, à propos de Barikowski, toujours. Ouais. Barikowski, en fait, a donné, à la fin, il a un peu synthétisé, et il a précisé pourquoi donc, Les Brigands étaient une œuvre géniale, et notamment quelles sont les influences. Et alors, écoutez ça, parce que c'est quand même extrêmement audacieux. Première considération de Barikowski, c'est de dire, voilà, Offenbach est juif allemand, fils d'un cantor. Il a donc entendu son père chanter dans les synagogues, etc. Et il dit que les mélodies offenbachiennes sont directement dérivées des chants juifs qu'il entendait dans les synagogues. Il a donné un exemple d'ailleurs sur une rythmique particulière. Voilà une première position de Barikowski qui me semble assez audacieuse. Ça n'empêche pas quand même de préciser, je ne l'ai pas dit, mais le génie d'Offenbach, c'est aussi la mélodie, j'ai oublié de le dire. Mais rappelons une chose, c'est qu'Offenbach avait un maître absolu qui était Mozart. D'ailleurs, c'est Rossini qui qualifiait Offenbach de petit Mozart des Champs-Élysées. Ouais. Pourquoi petit Mozart des Champs-Élysées? Parce qu'Offenbach a créé son théâtre des Bouffes parisiens au départ en 1855, qui était installé au Carré Marigny, maintenant l'actuel Théâtre Marigny. Et Rossini donc l'avait qualifié petit Mozart des Champs-Élysées. Ensuite, les Bouffes parisiens ont été déplacés donc rue Choiseul. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Le génie de la mélodie, de la simplicité mélodique, et c'est souvent très difficile de faire simple, je le répète une nouvelle fois, c'est très sophistiqué, mais c'est très simple. Mais le génie de la mélodie, incontestablement. Voilà. Donc, première assertion de Koski, audacieuse, c'est que les mélodies offenbachiennes sont directement dérivées des mélodies. Deuxième élément, chez Koski, il dit la rythmique offenbachienne est une rythmique qui, en fait, renvoie au rythme trépidant de l'industrialisation sous le Second Empire. Les machines, trains, etc. Cette rythmique est une rythmique presque mécanique, industrielle. Là encore, pourquoi pas? Il semble que j'entends plus ça, par exemple, quand j'écoute le Janacek. Le Janacek, par exemple, Janacek, parce que chez Janacek, il y a un ostinato qui est parfois un peu justement mécanique comme ça. Je ne l'entends pas énormément chez Offenbach. Il y a une rythmique, certes, mais mécanique, je ne suis pas convaincu. En tout cas, c'est la position de Barikowski. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le compositeur, il porte son époque avec lui-même à travers notamment ces rythmes bien spécifiques. Deuxième conception de Koski. Troisième conception de Koski, c'est, alors ça c'est moins audacieux, c'est dans les partitions d'Offenbach, le mélange permanent de comédie et de sensualité. Il insiste beaucoup sur la sensualité des partitions d'Offenbach. Voilà. Et de sensualité à sexualité, il n'y a qu'un pas que Koski n'a pas forcément franchi dans la conférence, mais à mon avis qu'il franchira dans sa mise en scène. Voilà.
Voilà, voilà une anecdote que je trouvais intéressante à vous livrer. Oui, parce que oui, c'est effectivement pas très évident de voir la mécanisation dans l'œuvre d'Offenbach. On la voit mieux, on la voit presque mieux chez Puccini pour le coup. J'aime mieux chez Puccini. Ouais, pourquoi? Ouais, Voilà. mais Mais je bon. vous livre tel Oui, quel, oui, vous faites. c'est intéressant. On écoutera effectivement la pièce avec une oreille un peu différente. Parce que enfin, enfin, cette pièce comme d'autres, hein, c'est quand même le rythme. Enfin, on est complètement embarqué avec ça. Ah oui, oui. Ouais. Donc voilà, donc je ne sais pas si effectivement le côté vitesse, le côté bon, peut-être Trépidant. ça. Le côté trépidant, en fait. Oui, Ah oui, oui, oui. Bon, hmm, oui, oui, on va regarder ça sous cet œil un peu décalé aussi, voilà. un peu décalé aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres, si certains ont des questions à poser ou des remarques à faire, n'hésitez pas, sinon nous allons terminer cette session en remerciant Bruno et surtout ce décalage, ou cette interprétation, enfin, cette présentation plutôt, de la pensée de Barry Klosky. Alors, Barry Klosky a fait quelque chose, moi j'ai trouvé absolument merveilleux. C'était une des plus belles versions, à mon sens, et créative du Trovatore, hein, du Hmm, Trouvère. Et hmm. ça a été fait à Berlin et c'est extraordinaire. Il y a des costumes absolument fabuleux. Il y a avec un Trepco. C'est absolument, enfin, c'est hilarant. Enfin, c'est hilarant. Bon, Trouvert n'est pas nécessairement hilarant, hein. Mais la façon dont c'est fait, les costumes sont extraordinaires et ça reste une remarquable représentation. Donc, moi, voilà, ça, c'est un peu, c'est un peu le Barry Klosky que j'ai connu. Donc, on va voir si celui-ci est très différent. Et vous connaissez sa production aussi, qui est assez géniale, de La Flûte enchantée, cartoonesque. Ouais. Vous n'avez pas vu cette production aussi? Non, je n'ai pas vu, Il a non. fait une production extrêmement originale de La Flûte enchantée, qui était en fait où il jouait sur le cartoon. D'accord. Bon, bah, Voilà. on va Donc c'est regarder un ça univers aussi. très original, hein, Koski, hein, très Oui, original, hein, oui, 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 mais c'est intéressant de voir. sarcastique, très voilà, voilà. Voilà, Donc en fait, il est l'homme. De toute façon, c'est un habitué du Comic Oper de Berlin. Il a monté beaucoup de productions au Comic Oper de Berlin et donc il connaît très bien ce répertoire. De toute ouais, façon, il adore Offenbach, hein. C'était formidable d'écouter sa conférence parce qu'on voyait tout l'amour qu'il avait de ce compositeur. Pendant 1 heure, en fait, il a parlé de son amour de ce compositeur. Il adore, il trouve ce compositeur absolument génial et voilà. Et bon, il a dit une chose, je termine par là, ce qui était assez drôle, c'est que quand il s'est agi de choisir une œuvre à mettre en scène pour l'Opéra de Paris, il a discuté avec notre directeur actuel. Et au départ, on lui avait proposé, Neff lui avait proposé La vie parisienne. Et Koski a répondu, il a dit, écoutez, il y aura eu les Jeux Olympiques à Paris, je pense que le public sera saturé de Paris. Et donc, il a dit du coup, non, 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 c'est pas La vie parisienne, je pense que le public sera saturé de Paris. ouais. Donc on va prendre des nouvelles frontières. Ah, voilà, voilà ce qu'il a dit. Je trouve ça drôle. Ah oui, oui, non, Voilà. non, mais je pense que ça reste tout à fait intéressant. Et effectivement, Offenbach est un musicien un peu méconnu en tant que musicien. On s'imagine toujours un truc un peu léger. Mais Hum. Ah, effectivement, quand on regarde un peu plus près, c'est pas fait. Merci beaucoup. oui. Merci beaucoup, Bruno, comme d'habitude, passionnant. Et Merci à on vous vous. tiendra au courant de notre réaction sur cette représentation et Mhm. cette interprétation euh, un peu décalée. Exactement, tout à fait. Un peu décalée. Ben, une très bonne soirée à vous et à très vite. Merci et à très Merci. bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.